Bienvenue sur topmusic.fr, c'est Igloo avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Le Mac de l'Habitat. Et aujourd'hui, nous recevons Jeanne Barzéguian. Bonjour. Alors, parmi vos promesses de campagne, il y avait revenir faire Igloo si vous êtes élu. Donc, c'est déjà une promesse tenue. Et voilà, il y en aura sans doute aussi d'autres. simple que ça. C'est facile la politique finalement. C'est pas la première que j'ai faite et que j'ai tenue. J'en ai déjà en 3 mois un certain nombre à mon actif. Mais... Bon, on va considérer que les autres ne nous concernent pas. Non, je plaisante. Au contraire. Évidemment, toutes les autres, on va en parler, en tout cas celles qui concernent l'habitat, avec les questions de Cédric Simonin. Oui. C'est parti pour Igloo. C'est parti, Madame Barzéguian. Vous avez déclaré la ville de Strasbourg en état d'urgence climatique. Et finalement, qu'est-ce que cela implique pour le logement et qu'est-ce qui a déjà été mis en œuvre? Alors effectivement, c'était important pour moi de poser un acte fort dès le début du mandat, donc dès le conseil d'installation du 4 juillet, au tout début du mandat, autour de l'état d'urgence climatique. Je m'y étais engagée. Il me semble qu'en 2020, il est important de rappeler qu'on a peu de temps pour agir et que cette question climatique, on doit pouvoir la prendre en compte dans toutes nos politiques et notamment, vous avez raison, sur tout ce qui concerne l'habitat, le logement, l'urbanisme en général et je dirais même plus globalement, comment est-ce qu'on va transformer les activités du territoire et l'aménagement du territoire. Donc, concrètement, cette déclaration d'état d'urgence climatique, elle passe par une mobilisation de l'ensemble des acteurs. C'est important d'avoir avec nous, évidemment, des citoyens, des citoyennes, et pas seulement ceux qui défilent leur démarche pour le climat. C'est essentiel, mais il faut remporter une adhésion beaucoup plus large. Mais il faut qu'on embarque plus largement que ça, y compris le monde économique, les administrations, les associations. Il faut vraiment que tout le monde pousse dans le même sens. Est-ce que vous sentez déjà qu'il y a un mouvement qui s'est mis en marche? Oui, très clairement, je sens et je pense que la crise sanitaire n'y est pas pour rien. Je pense que tout le monde ressent d'autant plus fortement cette année particulière les interactions en fait mondiales, le fait qu'on est dépendant, que notre territoire localement est très dépendant des autres et qu'on a besoin de pouvoir peut-être relocaliser un certain nombre d'activités, mais besoin aussi d'anticiper les crises. Et ça passe notamment par anticiper les changements climatiques et d'adapter notre ville à cela. Donc très concrètement, ça va être davantage de nature dans la ville, végétalisation, retravailler les matériaux qui sont utilisés pour la construction, travailler vraiment sur des bilans carbone des bâtiments qu'on construit, végétaliser les façades et les toitures. Intégrer, évidemment, continuer d'intégrer la question de l'efficacité énergétique, mais pas en ayant en tête seulement le confort thermique l'hiver, mais aussi le confort d'été quand il fait très chaud. Ce sont toutes ces questions que nous travaillons avec l'ensemble des acteurs, à la fois du monde économique et aussi de l'habitat et de l'urbanisme. Cette déclaration, déclarer Strasbourg en urgence climatique, ça a lancé votre mandat. Vous avez fait la une de Libé, enfin il y a eu vraiment... et c'est peut-être ce message-là qui vous a lancé, non ? Je pense qu'encore une fois, la priorité climat, c'est vraiment la marque de fabrique, j'allais dire, du projet que je porte, toujours en lien d'ailleurs avec les questions sociales. Et les questions aussi démocratiques, c'est-à-dire de dire on n'a plus beaucoup de temps, je vous le disais, mais c'est pas pour autant que on ne doit pas concilier écologie, transition écologique, défis climatiques avec les impératifs de justice sociale et aussi de faire participer l'ensemble de nos concitoyens à ce débat. Et cette urgence, elle est dans votre tête chaque jour de votre mandat ? Elle est dans ma tête depuis longtemps, puisque je suis engagée sur ces questions environnementales depuis une vingtaine d'années. Mais ce qui a changé aujourd'hui, au-delà du fait que j'ai un peu plus de levier pour agir, aujourd'hui, en tant que maire de Strasbourg et présidente déléguée de l'Eurométropole, c'est vraiment le temps. C'est-à-dire, on a beaucoup dit, c'est le dernier mandat pour le climat. Concrètement, ça signifie, et c'est pas seulement des associations engagées qui le disent, c'est aussi l'ONU, ce sont des grandes institutions, c'est les scientifiques du GIEC, le groupement intergouvernemental des experts pour le climat. C'est aussi la Convention citoyenne pour le climat que peut-être on devrait écouter davantage. Oui, justement, au niveau de l'Eurométropole, en tout cas, il y a des choses à dire, Cédric. Il y a des choses à dire parce que l'Eurométropole a voté le plan climat à l'unanimité. Alors, je rappelle pour nos auditeurs ce que c'est le plan climat. Il a été initié par Nicolas Hulot en 2017 et il a pour objectif d'accélérer la transition énergétique et climatique. L'ambition du plan climat, c'est vraiment de poser les bases d'un nouveau modèle de prospérité, plus économe en énergie,
en ressources naturelles et puis saisir les opportunités offertes en termes d'innovation, ça c'est un point important, d'investissement et de création d'emplois. Donc il a été voté à l'unanimité, ce qui est une excellente chose. Et c'est quoi le calendrier maintenant ? On a défini dans le dernier mandat un certain nombre d'objectifs à l'horizon 2030, 2040, 2050. Là, ce mandat, ça doit être le mandat de la mise en œuvre. Et c'est très bien d'avoir fixé un plan climat. C'est très bien qu'il ait été voté à l'unanimité. Maintenant, il faut pouvoir le mettre en œuvre. Donc, il y a quelques grands volets très forts. Vous en avez cité quelques-uns. Très clairement, la rénovation thermique des bâtiments doit être un des volets principaux et que nous sommes déjà en train d'enclencher du point de vue opérationnel. C'est-à-dire que, oui, rénover des logements. Dans le parc social, il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Le souci maintenant, c'est les logements privés. Et on doit pouvoir rénover 8000 logements par an, ce qui est énorme. C'est vraiment énorme. C'est énorme, c'est un grand défi, mais c'est aussi une immense opportunité. Et notamment de création d'emplois. Et ça va permettre aussi un meilleur confort pour les habitants dans des logements qui, on l'a bien vu, et certains l'ont mal vécu pendant le confinement, sont vétustes, donnent lieu à des courants d'air, etc. Et ça va leur permettre de baisser leurs charges. Donc on est vraiment sur quelque chose, sur une mesure qui est loin d'être symbolique, qui est très complète. Et là, aujourd'hui, on a engagé ça d'ailleurs dès le début du mandat. On travaille avec différentes partenaires, donc évidemment l'agence, l'ADEME, l'agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie, qui s'est rebaptisée d'ailleurs l'agence de la transition, mais ça me va bien. On va devoir travailler aussi avec des investisseurs, des financeurs, donc on est en lien avec la Banque des Territoires, la BPI. Enfin, il va vraiment falloir qu'il y ait un tour de table à la fois technique, mais aussi financier, donc on est en plein dedans. Donc rénovation thermique, la végétalisation, j'en ai déjà dit un mot, et puis bien sûr les enjeux de mobilité. Oui. Aller vers les mobilités du futur et très clairement proposer dans ce mandat des alternatives à la voiture individuelle. Bon, c'est amusant parce qu'on a fait une émission il n'y a pas longtemps sur les mobilités, cher Eric. Ouais, exactement. On va la faire même dans pas longtemps. On va la faire dans pas longtemps. C'est ça, on l'a faite mais on l'a pas encore diffusée. Oui, c'est ça en fait. Un mot sur la ville inclusive. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Une question directe. Est-ce que la ville inclusive, c'est l'antidote des discriminations ? C'est un vaste sujet. Oui, alors vous avez 4 heures. C'est en tout cas une partie de la réponse. Moi qui suis très sensible à la question de l'égalité femmes-hommes, on voit bien que dans notre manière de faire la ville, si on n'inclut pas le prisme des usages aujourd'hui auxquels sont confrontées les femmes, tout simplement parce que dans notre société, elles doivent encore faire un certain nombre d'activités. Alors on rêve de l'égalité et de la parité totale, sauf que quand on regarde les chiffres, on voit bien qu'aujourd'hui les femmes, elles assument 75% du fait d'accompagner les enfants à l'école, de s'en occuper, d'aller faire les courses et d'aider les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Donc leurs déplacements sont différents de ceux des hommes. Donc moi je rêve d'une ville dans laquelle on prend en compte vraiment la diversité des regards et aussi des besoins. Sinon on peut tomber à côté, y compris d'ailleurs en étant de bonne foi sur des politiques écologistes en disant allez tout le monde à vélo. Bah oui, sauf que quand on a une double ou une triple journée, ça peut être compliqué. Et donc, c'est à nous d'anticiper cela, de l'anticiper aussi dans notre manière de faire la ville. Les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, quand on met des pavés partout, on l'a pas forcément en tête. On se dit, ah, c'est magnifique, très esthétique. Oui, très esthétique, mais pas forcément inclusif. Et c'est la même chose pour l'ensemble du mobilier urbain. Donc, une ville inclusive, c'est vraiment une ville qui va prendre en compte la diversité des besoins des habitantes et des habitants. Donc c'est ça la ville idéale, selon Jeanne Barseguer. C'est en tout cas une vraie partie de la réponse, mais qui est loin d'être anecdotique, parce que sinon, même en voulant bien faire, on peut avoir des politiques publiques qui ne sont pas du tout adaptées aux besoins des habitants. Alors une question sur le logement, plus précisément. Vous avez souhaité plutôt imposer un moratoire sur la construction des logements. Finalement, comment vous voyez Strasbourg à la fin de votre mandat en 2026 ? Alors que les choses soient claires. De votre premier mandat, je prends. Je reste mesuré. Vous pariez sur l'avenir. On peut parier sur plein de choses. On va déjà commencer par celui-là. On va commencer par celui-là. Voilà. Mais que les choses soient claires, à aucun moment je n'ai déclaré un moratoire sur les logements.
ce qui a été dit, c'est que aujourd'hui, il faut privilégier le qualitatif au quantitatif, ce qui ne veut pas dire qu'on ne produit plus de logements ou qu'on ne veut pas répondre aux besoins. Les besoins, ils sont immenses, et notamment en logements sociaux. On sait que malgré les constructions et les efforts qui ont pu être faits ces dernières années, qui ont été conséquents, eh bien, on continue d'avoir énormément de demandes. Donc moi, je souhaite bien sûr qu'on puisse répondre aux besoins, et donc ça signifie de continuer à créer du logement, mais créer du logement, et ça, il faut le dire aussi, c'est pas toujours créer seulement des constructions neuves, ça peut être le cas, mais c'est aussi s'appuyer sur l'existant, c'est aussi rénover, je l'ai dit, réhabiliter les logements qui sont aujourd'hui vacants. Donc on travaille aussi à cela, mais on veut aller vers une démarche qui soit plus qualitative. Ce que je veux dire par là, c'est que ça sert à rien d'annoncer un chiffre en disant ah oui, il faut construire 3000 logements par an, si on n'a pas pris en compte les questions climatiques, les questions d'ailleurs d'inclusion qu'on vient d'évoquer, les questions sociales, voilà, les nouveaux enjeux finalement de notre période. Donc très concrètement, on va avoir dans les prochains temps au Conseil de l'Eurométropole, on va voter une modification du PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. C'est un petit peu technique, mais c'est finalement ce grand schéma qui définit les règles notamment de construction et d'urbanisme. Et dans cette modification, on va y intégrer tous les enjeux air, climat et énergie. Donc déjà, on va être en train d'adapter en fait notre manière de construire dans les prochaines années. Ce sera imposé à l'ensemble des projets de construction. Donc pas de moratoire, mais davantage de qualité. J'ai parlé de la qualité environnementale, mais aussi de la qualité architecturale. Oui, Eric, c'est intéressant parce que finalement, ça fait quelques années que je fais ce métier. C'est vrai que ça peut faire peur, ces discours en disant on va construire moins, ça peut faire peur à la profession, on ne va pas se leurrer. Par contre, c'est un discours qui est intéressant de parler de logement qualitatif, chose sur laquelle je suis plutôt engagé. Et c'est assez nouveau d'entendre parler de qualité d'usage, c'est-à-dire qu'on se concentre essentiellement sur l'habitant. L'habitant, ce n'est pas forcément le propriétaire, un locataire. C'est-à-dire qu'on va chercher ses besoins, quels sont ses besoins intrinsèques, qu'est-ce qu'il recherche pour être bien dans son logement. Et c'est finalement, ce qui est intéressant, ce que nous a appris aussi le confinement par rapport au logement, j'ai entendu des choses, pas des extérieurs, mais les gens ont toujours voulu des extérieurs, des grands balcons ou des terrasses ou des jardins qui sont en collectif ou en maison individuelle, ça a toujours été. Par contre, ce qu'ils ont appris, c'est que forcément, leur logement qu'ils pensaient adapté n'était pas adapté. Et finalement, quels sont les besoins que l'on retrouve qui n'étaient pas exprimés avant, qui était parfois exprimé a posteriori, mais jamais a priori avant d'acheter un logement, c'était essentiellement l'acoustique, parce qu'on a vécu 2 mois avec ses voisins, des enfants qui ne peuvent pas sortir, un peu turbulents, il faut bien qu'ils jouent. On a vécu avec ses voisins pendant 2 mois, et on s'est dit, mais mon logement, il est peut-être bien placé, mais en acoustique, c'est catastrophique. Il y a eu cette notion sur la lumière, je ne parle pas des extérieurs, la lumière. Des logements qui sont plus ou moins lumineux, on se sent plus ou moins bien. C'est une notion de confort, la lumière, et c'est quelque chose qui est parfois peu pensé, parce que c'est source d'économie. Quand on construit, une fenêtre, c'est un trou, ça coûte cher, et ça coûte plus cher qu'un mur. Vous voyez ? Et la qualité de l'air intérieur. Ça, c'est un sujet sur lequel je milite depuis 7 ans. La qualité de l'intérieur dans les logements, et notamment les logements neufs, peut être meilleure. Elle est mauvaise, mais elle peut être meilleure et travaillée. Et ça, les gens en ont pris conscience. Donc ça, c'est un vrai changement. Donc je suis content d'entendre parler de qualité d'usage. Avant, mais je ne fais pas de procès d'intention. De toute façon, je ne suis pas de politique, je ne sais pas en faire. Vous emballez, c'est bien. Ouais, mais quand on a des convictions, on s'emballe tout de suite. Bon, et après, j'arrête de parler. Je laisse la parole quand même à notre invité d'honneur. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pour ça que je trouve ça intéressant, ce discours. C'est qu'avant, les élus étaient essentiellement focalisés sur l'architecture. Bien sûr. Parce que l'architecture, c'était le reflet de leur propre image. J'ai fait ça. Ça laisse des traces, surtout. Et quand on faisait des concours, quand on parlait des élus, j'en ai jamais un. Non, allez, je ne vais pas dire jamais. Très peu. M'ont dit, et à l'intérieur, c'est comment ? Et c'est quoi comment vous imaginez le confort pour vos habitants ? Et là, je suis heureux qu'on le mette sur le papier. Je m'arrête là. Non, c'est bien, mais juste pour sinon, je prends une émission à moi tout seul, mais ça, on en retournera une autre. Quand vous voulez. Non, c'est vrai que le message qu'on avait pu entendre, alors on s'est sans doute trompé, c'était on arrête la construction de logements neufs. Moi, j'ai cru entendre ça. Non, à aucun moment, et il en a été question, il ne s'agit pas de construire moins, il s'agit encore une fois de construire mieux et de prendre en compte ces différents aspects qu'on vient d'évoquer et qui, je crois, sont devenus d'autant plus tangibles, effectivement, pendant cette période de confinement où les personnes ont vécu ce qui était un logement dans lequel on se sent bien et ceux sur lesquels
lesquels c'est impossible. Donc oui, on doit vraiment changer de paradigme, et c'est ce qu'on est en train de faire. Je le dis aussi, on peut jouer aussi sur les hauteurs, c'est-à-dire on sent bien qu'il y a un besoin plus fort de libérer de l'espace, voilà, pour que les enfants puissent jouer, des espaces de respiration, de convivialité, de verdure, de nature. Et ben, ça signifie peut-être de surbâtir certains bâtiments à l'avenir, et ça peut être conciliable avec une vision aussi architecturale et de qualité et de confort. C'est un peu le cas au Wacken, par exemple. Alors non, bon, d'accord. Non, c'est pas mon modèle, mais c'est intéressant aussi d'avoir des contre-exemples pour pouvoir rectifier justement une trajectoire. Donc j'ai toujours émis pas mal de réserves et de critiques sur le premier volet de ce quartier du Wacken, quartier Archipel, qui est effectivement très bétonné et très haut, mais très dense, mais pour le coup sans aucun espace de respiration. Et bien évidemment, pour la suite du projet, on est en train d'analyser les marges de manœuvre pour ne pas faire pareil, et là pouvoir davantage végétaliser et prendre en compte nos nouvelles orientations politiques. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière question? Mais oui, allez-y, rapido. Vous avez déclaré Strasbourg, capitale verte européenne. Qu'entendez-vous par là? Qu'est-ce que ça implique? Alors, j'appelle de mes voeux que Strasbourg devienne capitale verte européenne. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter mes collègues de Grenoble qui ont été labellisés capitale verte européenne ces jours-ci. Je pense que dans cette dimension, c'est la vision de l'exemplarité qu'on doit avoir vis-à-vis des autres territoires. C'est cette envie de pouvoir emmener d'autres territoires à une échelle européenne, et je n'ai pas peur de le dire, nous sommes une capitale européenne, et nous pouvons, et d'ailleurs nous avons déjà inspiré par le passé, nous avons su inspirer d'autres villes. J'ai parfois regretté que Strasbourg ait à nouveau pris du retard, peut-être, en matière de transition écologique. On est une ville cyclable, certes, mais n'empêche qu'on est dépassé maintenant par d'autres villes européennes. Il faut qu'on puisse reprendre la main et se fixer des objectifs ambitieux pour pouvoir continuer d'inspirer autour de nous et partout en Europe. Et souvent, vos marges de manœuvre, alors je terminerai là-dessus, par rapport aux lois qui existent, vous essayez d'anticiper, et souvent les lois qui existent, elles prennent beaucoup de temps à changer, etc. Et parfois, vous voulez aller plus vite que ces lois-là. Ça fait partie de vos difficultés, j'imagine, ça aussi. Oui, il y a des difficultés de tous ordres, d'ailleurs, et en particulier cette année, hein, qui est pas une année simple, mais on a de vrais leviers au niveau local pour pouvoir agir. Et au niveau de la ville et de l'Eurométropole, c'est quand même un bassin de 500 000 habitants. On a des compétences fortes qui vont nous permettre de transformer la ville dans ces prochaines années. Et quand vous présenterez votre bilan dans 5 ans, un peu plus de 5 ans, ça sera un gros volet quand même, ce dont on vient de parler aujourd'hui avec C'est le prochain rendez-vous, c'est ça? C'est ça. Non, avant. J'allais vous proposer de revenir régulièrement dans cette émission pour faire le point sur des questions qui nous intéressent, sur l'habitat, évidemment. Avec grand plaisir. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci Cédric Simonin. Merci. L'émission, on la retrouve sur topmusic.fr, sur le site de Trianon Résidence, bien sûr, sur la chaîne YouTube d'Igloo, sur Igloo On Air, sur Facebook, et en podcast depuis cette année. Donc partout où on peut écouter Igloo, on écoute Igloo. Voilà. C'est ça. Merci. Merci. Merci.